Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Bonjour, vous êtes bien en direct à l'écoute de l'émission Constellation consacrée à la poésie. Aujourd'hui, c'est un troisième volet pour évoquer Friedrich Hölderlin. Le philosophe allemand Martin Heidegger a maintes fois commenté certains poèmes de Hölderlin et tout particulièrement certains des hymnes. Son recueil « Qu'est-ce que la métaphysique ?» comprend une conférence intitulée « Hölderlin et l'essence de la poésie ». Il y décline ce qu'il nomme 5 leitmotivs. Je rappelle qu'un leitmotiv est un motif récurrent, un motif obsédant dans une œuvre musicale tout d'abord, mais aussi dans une œuvre littéraire. Remarquons avant tout que l'infinitif allemand dichten ne signifie pas seulement composer des pièces de vers, mais désigne une activité qui crée et qui forme et qui se manifeste ici comme révélation ontologique. C'est pour désigner cette poiesis engendrant un poéma que le traducteur propose le terme de poématiser. Le terme n'est pas très euphonique, mais il a le mérite de refléter l'origine grecque du poién et de la poiesis. La conférence décline donc 5 leitmotifs à partir de 5 fragments de lettres ou de poèmes écrits par Hölderlin. Premier leitmotiv, poématiser, je cite Hölderlin, cette occupation la plus innocente de toutes. Deuxième leitmotiv, toujours une citation de Hölderlin, c'est pourquoi le plus dangereux de tous les biens, le langage, a été donné à l'homme pour qu'il témoigne ce qu'il est. Troisième leitmotiv, l'homme a expérimenté beaucoup, des célestes nommés beaucoup, depuis que nous sommes un dialogue et que nous pouvons ouïr les uns des autres. Quatrième extrait qui fonde un quatrième leitmotiv, mais ce qui demeure, les poètes le fondent. Et enfin, cinquième et dernière citation qui œuvre comme un leitmotiv, riche en mérite, c'est poétiquement pourtant que l'homme habite sur cette terre. Et Heidegger ajoute, nous n'avons pas choisi Hölderlin parce que son œuvre réalisait, comme une œuvre parmi d'autres, l'essence générale de la poésie, mais uniquement parce que ce qui forme le support de la poésie de Hölderlin, c'est cette détermination poétique qui consiste à poématiser expressément l'essence de la poésie elle-même. Hölderlin est, pour nous, en un sens privilégié, le poète du poète. Je reprends chacun des leitmotifs. Premier leitmotiv, on peut poser la question ainsi, occupation innocente, la poésie? Heidegger affirme, la poésie est comme un rêve. Ce n'est pas une réalité. C'est un jeu de paroles. Ce n'est point le sérieux d'une action. Deuxième leitmotiv, qui peut se formuler sous forme de question, le langage le plus dangereux de tous les biens? Innocence et danger pourraient paraître contradictoires. Aussi, Heidegger affirme-t-il, le langage est ce qui, en général et avant tout, garantit la possibilité de se trouver au milieu de l'ouverture de l'étang. L'étang étant évidemment le participe présent du verbe être. Là seulement où il y a langage, il y a un monde, c'est-à-dire ce cercle continuellement changeant de décisions et d'entreprises, d'action et de responsabilité, mais aussi d'arbitraire et de tumulte, de déchéance et d'égarement. Troisième leitmotiv,
Nous sommes un dialogue et nous pouvons ouïr les uns des autres. Là encore, je cite un passage des développements que livre Heidegger. L'être de l'homme a son fondement dans le langage, mais celui-ci ne prend une réalité historiale authentique que dans le dialogue. Le dialogue, pourtant, n'est pas seulement une façon dont le langage s'accomplit, mais c'est comme dialogue uniquement que le langage est essentiel. Quatrième leitmotiv à partir de la citation de Hölderlin, mais ce qui demeure, les poètes le fondent. Cette fois, la pensée du philosophe s'articule, pour ainsi dire, sur celle du poète. Là encore, je cite un long passage de Heidegger. Il faut que vienne à découvert ce qui supporte et régit l'étang en son ensemble. Il faut que l'être soit mis à découvert pour que l'étang apparaisse. Or, précisément, ce qui demeure est le fugitif. Ainsi est rapide, éphémère tout le céleste, mais en vain non. Il s'agissait d'une autre citation de Hölderlin. Mais que cela demeure, voilà qui est confié pour souci et service à ceux qui œuvrent en poète. Le poète nomme les dieux et nomme toutes les choses en ce qu'elles sont. Cette nomination ne consiste pas à pourvoir simplement d'un nom une chose qui auparavant aurait été déjà bien connue, mais le poète disant la parole essentielle, c'est alors seulement que l'étang se trouve, par cette nomination, nommé à ce qu'il est, et est ainsi connu comme étant. La poésie est fondation de l'être par la parole. Ce qui demeure n'est donc jamais créé de l'éphémère. Le simple ne se laisse jamais extraire immédiatement du compliqué. La mesure ne se trouve pas dans l'immense. Nous ne trouvons jamais le fondement dans l'abîme. L'être n'est jamais un étang. Mais parce que l'être et l'essence des choses ne peuvent jamais résulter d'un calcul, ni être dérivés de l'existant déjà donné, il faut qu'il soit librement créé, posé et donné. Cette libre donation est fondation. Dernier fragment, riche en mérite, c'est le cinquième leitmotiv, c'est poétiquement pourtant que l'homme habite sur cette terre. Là encore, on peut citer certains passages essentiels de la conférence de Heidegger. La poésie n'est pas un simple ornement qui accompagnerait l'être là, ni un simple enthousiasme passager. Elle n'est pas du tout une simple exaltation ou un passe-temps. La poésie est le fondement qui supporte l'histoire. Aussi n'est-elle pas simplement une manifestation de la culture, et à plus forte raison, n'est-elle pas simplement l'expression de l'âme d'une culture. C'est à Hölderlin lui-même que s'applique la parole qu'il prononce au sujet qu'il s'applique au sujet d'Œdipe dans le tardif poème qui commence par « En bleu adorable fleuri ». C'est ainsi qu'il affirmera par exemple « Le roi Œdipe a peut-être un œil de trop ». Enfin, on peut citer ce long passage. En fondant de nouveau l'essence de la poésie, Hölderlin commence par déterminer ainsi un temps nouveau. C'est le temps des dieux enfuis et du Dieu qui va venir. C'est le temps de la détresse, parce que ce temps est marqué d'un double manque et d'une double négation, le ne plus des dieux enfuis et le pas encore du Dieu qui va venir. L'essence de la poésie, celle que fonde Hölderlin, est historiale au suprême degré, parce qu'elle anticipe un temps historial. Mais en tant qu'essence historiale, elle est la seule essence essentielle. Temps de la détresse, et c'est pourquoi riche à l'excès est son poète, si riche que souvent il voudrait s'engourdir dans la pensée de ceux qui furent et dans l'attente de celui qui va venir, sommeiller simplement dans cette vacuité apparente. Mais il tient ferme dans le néant de cette nuit.
persistant en lui-même comme le suprême isolé qu'individualise sa destination propre, le poète œuvre la vérité pour son peuple en le représentant et par là œuvre en vérité. C'est cela qu'annonce la 7e strophe de l'élégie Pain et vin. Elle est l'énoncé poétique de ce qui n'a pu être exposé ici que par la pensée. Et donc, le texte de la conférence de Heidegger se termine par ce fragment que je vais lire de la 7e strophe de l'élégie Pain et vin. Mais, amis, nous venons trop tard. Certes, les dieux vivent, mais par-dessus notre tête, en un autre monde. Sans fin, ils y agissent et semblent peu attentifs au fait que nous vivions, tant les célestes nous ménagent. Car un fragile vase ne peut toujours les contenir, rien que par moments, l'homme supporte la plénitude divine. Un rêve de ces moments, voilà donc la vie. Mais l'erreur, comme un assoupissement, est une aide. Ce sont détresse et nuit qui rendent fort, jusqu'à ce que des héros, ayant assez grandi dans le berceau des reins, soient des cœurs, comme jadis, semblables en force aux célestes. C'est à coups de tonnerre qu'ils y parviennent. En attendant, il me paraît souvent que dormir serait mieux que d'être ainsi sans compagnon et que de persévérer ainsi. Et que faire dans l'attente? Et que dire? Je ne sais. Et à quoi bon des poètes en un temps de détresse? Mais ils sont, dis-tu, comme les prêtres sacrés de Dionysos, qui, de pays en pays, erraient en la nuit sacrée. On retiendra donc la question « À quoi bon
des poètes en un temps de détresse. Et pour mieux illustrer cette question, je vais lire un assez long poème, un hymne très caractéristique de la création poétique de Hölderlin, un poème intitulé « La migration » qui illustrera aussi, à mes yeux, certaines des affirmations du philosophe Heidegger, les affirmations et des leitmotifs que j'ai lus tout à l'heure. La migration. Sois fortuné, ô mère, comme ta sœur plus éclatante, la Lombardie là-bas, par 100 rivières irriguées, et des arbres en foule aux fleurs blanches, aux fleurs pourprées, les sauvages plus sombres, d'un vert profond, et les cimes aussi des Alpes suisses jettent leur ombre toute proche sur toi, car tu habites près du foyer de la demeure, et tu entends en lui, hors des coupes d'argent que penchent des mains pures, bruire la source, quand, frôlée par le feu des rayons, la glace cristalline, et, croulant sous le tact léger de la lumière, les neigeux sommets font ruisseler au sol l'eau la plus pure. Et c'est là d'où procède ta native fidélité, car ce qui gîte près du jaillissement originel ne quitte un tel lieu qu'à grand-peine, et tes enfants, les cités aux rives du lointain lac pâle, aux berges herbeuses du Neckar, au bord du Rhin. Certes, nul autre lieu, se dit chacune, ne saurait mettre un meilleur séjour. Mais moi, c'est le Caucase où je prétends, car j'entendais encore aujourd'hui même se dire dans les airs « Ô poète, la liberté de l'hirondelle !» Et je me vis, en des jours plus anciens, faire cette autre confidence. Nos pères jadis, la race allemande, portés par les flots paisibles du Danube, avec les fils du soleil, en quête d'ombre, un jour d'été, là-bas, aux rives de la mer Noire, se rencontrèrent. Et cette mer n'était point nommée l'Hospitalière sans raison. Car à peine s'était-il entreaperçu, les autres s'avancèrent les premiers, et les nôtres alors, l'âme curieuse, firent halte à leur tour sous l'olivier. Mais lorsqu'ils eurent touché leurs vêtements, sans que nul découvrît un sens au dire de l'autre, le discorde eût pu naître si les branches n'avaient laissé descendre sur eux cette fraîcheur qui fait parfois, aux faces des antagonistes, s'éployer un sourire. Et, s'étant regardés en silence, ils se tendirent des mains amies. Et bientôt leurs armes échangées, et tous les chers biens du foyer, ils échangèrent aussi leurs paroles. Et nul souhait des pères aux enfants, dans l'exultation des noces, ne demeura vain, car des épousailles sacrées, plus belles que tout ce qui porta jamais nom d'homme, une race naquit. Mais où donc, ô chers parents, où tenez-vous demeure, que nous célébrions nouvelle alliance, nous souvenant des ancêtres bien-aimés? Là-bas, au long des rives, sous les arbres d'Ionie, aux plaines du Caïstre, où le pâle scintillement des cimes cerne au loin les grands oiseaux ivres dans les terres, là vous fûtes aussi, vous les plus beaux, où laboureurs des îles aux vignes en couronne, toutes sonores de chants. D'autres habitèrent encore au pied du Tégète et de l'Hymette, au nom fameux, les derniers à florir. Mais de la source du Parnasse, haute molosse miroitant d'or, monta l'hymne éternel des bruissantes. Forêt sacrée et du frémissement universel des lyres, frôlée d'une divine douceur. Ô pays d'Homère, sous le cerisier qui s'empourpre ou dans la vigne, quand voici verdir ton présent de jadis, mes jeunes pêches, au temps où de très loin venue, l'hirondelle à mes murs fait sa demeure et file ses récits
inépuisable, au jour de mai et sous le ciel d'étoiles. Ô Yoni, je songe à toi, mais l'homme a le désir profond de la présence. Et c'est pourquoi je suis venu vous contempler, ô île, et vous, ô portique de Thétis, embouchure des fleuves, vous, ô forêt, et vous, nuages de Lydda. Et pourtant je ne songe point à demeurer inclémente, âpre, à conquérir est la taciturne, celle à qui j'échappais, la mer. Un de ses fils, le Rhin, voulut avec violence se jeter à son cœur. Il disparut au loin, nul ne sait où le rejeter. Tel, je ne voudrais point l'avoir quitté. Et je ne suis chez vous, ô grâce de l'Hellade, fille du ciel, qu'au fin de cette seule invite. Venez, si ce n'est là trop ample voyage, ô souriante, venez jusques à nous. Quand les brises souffleront plus douces, quand le matin poindra de ses traits amoureux nos cœurs trop pleins de patience, quand, relevant nos regards timides, nous verrons fleurir là-haut de légers nuages, alors nous vous dirons, qu'est-ce donc, ô Charite, que vous veniez chez les barbares? Mais les servantes du ciel sont créatures surprenantes, comme tout être de divine extrace. Tentons-nous de guetter l'un d'eux, il se fait rêve et punit quiconque voudrait par force l'égaler. Mais ravi maintes fois de sa brusque présence, tel qui venait à peine d'y songer. Je vais lire un dernier extrait d'un poème intitulé Souvenir, qui présentera comme un écho à l'un des leitmotifs dont j'ai parlé. Souvenir. Ah, qu'on me tende, gorgé de sa sombre lumière, la coupe odorante qui me donnera le repos. Oh, la douceur d'un assoupissement parmi les ombres. Il n'est pas bon de n'avoir dans l'âme nulle périssable pensée, et cependant, un entretien ces choses bonnes, et de dire ce que pense le cœur, d'entendre longuement parler des journées de l'amour et des grands faits qui s'accomplissent.
Mais vers les Indes, à cette heure, ils sont partis, ayant quitté là-bas, livrés au vent, la pointe extrême des montagnes de raisin, d'où la Dordogne descend, où débouche le fleuve et la royale Garonne, large comme la mer, leurs eaux unies. La mer enlève et rend la mémoire, l'amour de ses yeux, jamais là, fixe et contemple, mais les poètes seuls fondent ce qui demeure. Au cours de cette émission, vous avez pu entendre tout d'abord d'Anton Bruckner, l'Adagio pour le quintet à cordes en fa majeur, interprété par l'ensemble Amsterdam Sinfonietta, puis 2 pièces pour piano de Sergueï Rachmaninov, d'abord dans les études et tableaux, l'opus 33 numéro 8, interprété par Irina Lankova, et puis toujours de Rachmaninov, le prélude opus 23 numéro 7 par cette même pianiste Irina Lankova. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.